Alors qu'il regardait son terne défilé du jour de la victoire, Vladimir Poutine se demandait comment on en était arrivé là. Un défilé militaire sans aucun matériel n'est guère un défilé militaire. Mais cette humiliation n'aurait pas préoccupé Poutine ce jour-là. Une autre humiliation se produisait ailleurs, alors que l'Ukraine faisait quelque chose qui laissait Poutine couvert de ridicule devant le monde entier. C'est presque trop difficile à regarder. Quelque chose que la Russie a mis des mois à voler, a été repris par l'Ukraine, alors que l'armée russe est de plus en plus débordée. Alors que Poutine regardait son triste défilé passer dans un silence presque total, bien loin de la démonstration de force tonitruante qu'il est censé offrir, il aurait repensé au dernier témoin avec honte. L'armée puissante de la Russie est supposée écraser l'Ukraine sur son passage. L'offensive du printemps bat son plein, et l'Ukraine est censée s'effondrer. Mais la réalité, comme le souligne l'Institut pour l'étude de la guerre, ou ISW, c'est que la Russie n'a réalisé pratiquement aucun progrès opérationnel significatif au cours de l'année écoulée, et il ne semble pas qu'elle soit sur le point de réaliser une percée majeure de sitôt. Aucun progrès opérationnel ne signifie pas absence totale d'avancée. Les soldats russes progressent, même à un rythme très lent. Cela signifie que la Russie n'a rien conquis d'important depuis des mois. Et ce qu'elle a gagné, c'est fait au prix de pertes si sévères que n'importe quelle autre armée moderne y verrait un signe qu'il est temps de se retirer, de se regrouper et peut-être d'élaborer un autre plan. Comme le dit l'ISW, les forces russes ont réussi à s'emparer de Toretsk en août 2025 après une campagne de 14 mois de Siviesk, après une campagne de 41 mois, et de Pokrovsk en janvier 2026 après une campagne de 2 ans. Cela a causé d'importantes pertes humaines et matérielles pour les Russes. La Russie n'a tiré profit d'aucun de ces gains, ajoute l'ISW. Et le fait que nous n'ayons que 3 grandes localités à mentionner en 41 mois est une condamnation accablante de la médiocrité de la campagne de Poutine en Ukraine. Ces chiffres mettent également en évidence le temps qu'il faut aux troupes mal entraînées de la Russie pour réaliser leurs avancées. Les campagnes durent plusieurs années pour prendre une seule ville ou une seule agglomération. Ce n'est pas de la domination, mais le fruit des illusions de Poutine sur la puissance de l'armée russe. Nous atteignons ensuite la ceinture de forteresse de Donetsk. D'après le Kiev indépendant du 17 avril, Poutine a fixé à ses soldats l'objectif de prendre le Donbass d'ici septembre. Pour cela, la ceinture de forteresse de Donetsk doit s'effondrer. Les offensives russes de printemps et d'été doivent permettre cela. Mais comme une grande partie de l'offensive russe jusqu'à présent, elle progresse à peine. Les seuls progrès russes contre la ceinture de forteresse sont à Konstantinivka, infiltrés par les hommes de Poutine, avec de petites unités dès octobre 2025. Selon l'ISW, ces unités d'infiltration n'ont ni gagné de terrain notable, ni permis de préparer de plus grandes offensives russes. La Russie devait prendre tout le Donbass d'ici septembre, mais à la mi-mai, les forces russes n'ont réussi qu'à effleurer le sud de la ceinture de forteresse. Nous l'affirmons, septembre passera, et la Russie n'aura toujours réalisé aucun progrès significatif. Face à des villes moins défendues, il est clair que la Russie s'épuisera longtemps contre la ceinture de forteresse. Actuellement, nous faisons face à une impasse. L'humiliation de Poutine s'aggrave, car les derniers mois désastreux de son invasion ne concernent pas seulement les défenses ukrainiennes stoppant ses forces. Le problème de Poutine, c'est que l'Ukraine gagne du terrain pendant tout cela. Restez avec nous pour en savoir plus. Pendant le défilé du jour de la victoire en Russie, Poutine pensait que le cessez-le-feu qu'il avait décrété ce jour-là mettrait fin à son humiliation. Au moins pour quelques heures, mais Poutine s'est trompé. Le désespoir russe et la prétendue poursuite des combats par l'Ukraine pendant le cessez-le-feu proclamé par Poutine ont anéanti ses espoirs. L'ISW indique qu'en dépit d'une baisse générale des opérations pendant le cessez-le-feu, les combats ont persisté. La Russie n'a pas tardé à lancer des accusations contre l'Ukraine. Elle a affirmé que l'Ukraine avait violé le cessez-le-feu 8970 fois, rapporte l'ISW. Ce chiffre se décompose en 7150 et une frappe de drone, 1173 attaques d'artillerie de mortiers et de lance-roquettes multiples, ainsi que 12 assauts terrestres. La Russie n'a pas vraiment de leçon à donner ici. Elle a lancé une frappe aérienne contre l'Ukraine vers 18h le 8 mai, comprenant un missile Iskander-M et 43 drones. Et il n'est pas clair si cette frappe s'est poursuivie après minuit, le 9 mai, rapporte l'ISW. Voilà ce qui arrive quand on impose un cessez-le-feu précipité et flou pour sauver son défilé. Poutine. Encore plus d'humiliation alors que tu t'obstines à diaboliser l'Ukraine pour avoir violé ton cessez-le-feu inutile. Comparons la campagne hésitante de la Russie ces derniers mois avec ce que fait l'Ukraine. En décembre, la Russie peinait toujours à prendre Pakrovsk après près de 2 ans de combat.
Durant cette période, les généraux de Poutine ont déclaré que la Russie avait enfin pris Kopiansk dans la région de Kharkiv, dans le nord de l'Ukraine. Ce progrès opérationnel aurait été important, mais cette affirmation s'est finalement retournée contre la Russie. À la mi-décembre, l'Ukraine a lancé une contre-attaque dévastatrice, libérant la majeure partie de Kopiansk, laissant les forces de Poutine loin derrière, et montrant que ces nouvelles tactiques de recherche et destruction répondaient parfaitement à la stratégie d'infiltration russe. À ce moment, le récit a commencé à changer. La dynamique favorisait l'Ukraine, et 2026 promettait encore plus d'embarras pour Poutine. Avant les offensives laborieuses du printemps et de l'été, l'Ukraine est passée à l'attaque contre les régions occupées au sud de son territoire. Le résultat a laissé Poutine mortifié. Au cours de l'hiver et du début du printemps 2026, l'Ukraine a réussi à libérer environ 400 km² de son territoire, les libérations les plus récentes ayant eu lieu dans des localités dans l'ouest de la région de Zaporijia à la fin du mois d'avril, selon l'ISW. Alors que les soldats russes en difficulté se heurtaient à la ceinture fortifiée de Donetsk, qui ne bouge tout simplement pas, cela a abouti à ce qui équivaut à une impasse. Plus au nord, les contre-attaques ukrainiennes dans le sud ont été si efficaces qu'avril 2026 a marqué la première fois depuis août 2024 que la Russie a subi une perte territoriale nette. L'Ukraine a terminé ce mois-là avec un gain net de 116 km² selon le média United 24. Un événement similaire s'est produit lors de la contre-invasion ukrainienne dans la région de Koursk, que la Russie a mis des mois à repousser, et qui lui a coûté, selon l'Ukraine, plus de 63 000 soldats. L'humiliation s'est accumulée sur Poutine, encore et encore. Mais attendez, Koursk demeure un problème pour le président russe. Une région censée être débarrassée des troupes ukrainiennes ne l'est visiblement pas. Selon le commandant en chef ukrainien, Oleksandr Syrski, des soldats ukrainiens sont toujours actifs dans la région de Koursk. Déclaration faite le 8 mai. Malgré la pression ennemie, les guerriers ukrainiens poursuivent leur mission en Russie. Syrski a confirmé notre présence dans la région de Koursk. Alors, remettons les choses au clair, Poutine. Au cours des 6 derniers mois, les seuls gains opérationnels réalisés par la Russie l'ont été à Pokrovsk, et ces gains sont arrivés à la fin d'une campagne de 2 ans qui a vu la Russie sacrifier des dizaines de milliers de ses soldats. Les grandes offensives du printemps et de l'été ont été lancées, et elles n'ont pratiquement fait aucun progrès contre la ceinture fortifiée de Donetsk. La Russie recule face aux contre-attaques ukrainiennes. L'Ukraine enregistre désormais des gains nets. Et même à Koursk, où la Russie pensait avoir repris le contrôle total, des soldats ukrainiens opèrent toujours. Le vent tourne contre la Russie. Tout cela se produit devant le monde entier. Le défilé du jour de la victoire doit montrer la puissance russe. Celui de 2026 l'a aussi démontré. Poutine a passé 45 minutes à regarder le plus court défilé organisé par la Russie depuis des années, sans aucun matériel militaire exposé. Le risque que l'Ukraine frappe était trop élevé, et la Russie doit garder ce matériel en Ukraine pour qu'il soit détruit par les drones ukrainiens. D'après la Nouvelle Voix de l'Ukraine, seuls 10 dirigeants mondiaux étaient présents pour le grand jour de Poutine, soit moins de la moitié qu'en 2025. Aucun des alliés puissants de Poutine, comme Xi Jinping, n'a daigné se montrer. Xi n'a même pas envoyé de délégation en guise de geste symbolique envers Poutine. Et pour couronner le tout, la Russie en a même été réduite à faire défiler des soldats nord-coréens. Oui, ce défilé était bien une vitrine de la puissance russe, mais pas du tout de la manière dont Poutine l'aurait souhaité. Alors que le dirigeant russe regardait, rouge de honte, pendant qu'un grand vide défilait le 9 mai tout ce qu'il pouvait faire, c'était ruminer les humiliations des derniers mois. La Russie est censée gagner du terrain à un rythme record, pourtant c'est l'Ukraine qui prend l'avantage. Comment cela s'explique-t-il ? C'est la seule question que Poutine peut se poser actuellement, et plusieurs facteurs font de lui la risée du monde. Mais avant d'aborder ces facteurs, voici un petit rappel. Vous regardez The Military Show. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour cliquer sur le bouton afin de ne jamais manquer nos vidéos. Une série de mésaventures a frappé la Russie ces derniers mois, débutant par le problème ayant incité l'Ukraine à lancer une contre-offensive qui a fortement embarrassé la Russie. Des problèmes de communication dans l'armée russe. Début 2026, SpaceX a finalement coupé l'accès de la Russie à Starlink, une décision que beaucoup jugeaient nécessaire depuis longtemps. La Russie utilisait des terminaux illicites pour accéder à Internet et aux communications par satellite. Mais une liste blanche réservant l'accès aux seuls terminaux ukrainiens légitimes y a mis fin. En quelques heures, les communications russes ont sombré dans le chaos, les postes de commandement ne parvenant plus à joindre les soldats et les défenses s'effondrant dans le sud. Les commandants russes
ont utilisé des cartes obsolètes montrant de fausses avancées, tandis que les soldats étaient envoyés au front sans réelle coordination. Poutine a ensuite pris la décision stupide d'aggraver ses problèmes de communication en réprimant l'application de médias sociaux Telegram. Le dirigeant russe, désespéré de garder le contrôle du pays, a supprimé un autre outil de communication utilisé par des milliers de soldats. Le blocage de Telegram a été mis en place à peu près au même moment que la coupure de Starlink, créant ainsi une situation de dégradation de l'information sur les lignes de front. Les forces russes ignoraient leur destination et ne pouvaient plus partager en temps réel les renseignements sur les mouvements et attaques ukrainiens. L'Ukraine en a profité pour attaquer dans le sud. Nous avons constaté que la Russie tente de résoudre ces problèmes par des solutions temporaires, comme des drones relais et des liaisons satellites. L'Atlantic Council note qu'il faudra sans doute des années à la Russie pour retrouver l'efficacité des communications qu'elle avait avec Starlink. Ces problèmes de communication ont favorisé les contre-attaques ukrainiennes, posant à Poutine un nouveau défi, les contrer. Des mois avant l'offensive du printemps, la Russie avait concentré des réserves à Donetsk pour attaquer la ceinture de forteresses. Ces réserves devaient d'abord soutenir les hommes de main de Poutine vers Pokrovsk, puis être envoyées en première ligne pour attaquer la ceinture de forteresses. Mais ensuite, l'Ukraine a commencé à reprendre de vastes portions de son propre territoire, et Poutine a été forcé de changer ses plans. Poutine a dû prendre des décisions qu'il n'avait jamais souhaitées. Chaque déploiement en porte désormais la marque. La Russie déploie-t-elle des troupes sur les zones clés du front pour tenter de concrétiser les illusions de Donetsk de septembre de Poutine ? Ces troupes doivent-elles aller au sud pour stopper les contre-attaques et annuler les gains réalisés par l'Ukraine ? C'est un dilemme insoluble pour Poutine. Se concentrer sur la ligne de front signifie que les régions du sud continuent d'être libérées, ce qui permet également à l'Ukraine d'amener des soldats près de la région de Donetsk. Mais se diriger vers le sud signifie affaiblir les assauts sur le front, ce qui entraîne de nouveaux ralentissements, en plus de ceux que nous avons déjà constatés. Le point ici est simple. C'est l'Ukraine qui dicte le rythme sur le champ de bataille, pas la Russie. Et pendant que l'Ukraine fait cela, une autre humiliation pour Poutine, et une autre raison pour laquelle nous voyons ce que nous voyons actuellement en Ukraine, c'est que les stratégies de l'Ukraine entraînent des pertes records de soldats pour la Russie. La Russie se rapproche de plus en plus d'une crise de main-d'œuvre, les pertes militaires dépassant le recrutement de volontaires. En mars 2026, l'Ukraine a enregistré environ 35 000 pertes parmi les forces russes, toutes ayant été vérifiées par les opérateurs de drones ukrainiens. Avril 2026 a apporté des résultats similaires. Plus de 35 000 soldats russes tués ou blessés selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le taux moyen de pertes quotidiennes de la Russie dépasse maintenant largement 1000 et continuera d'augmenter à l'approche de l'été. La Russie tente de lancer davantage d'assauts, malgré ses problèmes de communication et son attention divisée. Un problème en entraîne un autre. Nous ne pouvons pas ignorer l'impact de ces pertes sur les assauts russes en première ligne. L'objectif de Poutine est de lancer ces assauts, de gagner du terrain et de faire en sorte que les soldats tiennent ces positions en attendant l'arrivée des renforts, ce qui permettra d'aller encore plus loin. Cela est impossible quand les troupes russes sont décimées à un rythme record. Il faut plus de temps que jamais à la Russie pour conquérir ne serait-ce que de petites portions de territoire. Début avril, le vice-chef du bureau présidentiel ukrainien, Pavlo Paliza, a même souligné que la Russie perd désormais 316 soldats pour chaque kilomètre carré qu'elle gagne dans la région de Donetsk. Ces pertes sont intenables pour la Russie et ne ralentissent pas. La Russie peine à recruter, tandis que l'Ukraine continue d'infliger de lourdes pertes à l'ennemi. Rien que le 9 mai, la Russie a perdu 1080 de ses soldats, portant le nombre total de ses pertes à plus de 1,34 million depuis que Poutine a lancé son invasion. En plus des pertes humaines, la Russie perd aussi rapidement du matériel. 82 systèmes d'artillerie, un char, 3 véhicules blindés et plus de 370 véhicules non blindés et camions-citernes ont été détruits sous le feu ukrainien le même jour. Rien dans ces chiffres n'est exceptionnel. Le 9 mai fut une journée ordinaire pour l'armée russe, ce qui est déjà une honte pour Poutine. Il sacrifie toute une génération de Russes et n'obtient presque rien, d'un point de vue opérationnel, en retour. Nous avons des communications paralysées, l'Ukraine contrôle le rythme de la bataille, et des pertes records s'accumulent pour humilier Poutine. L'ISW indique que cela est aussi dû à l'intensification de la campagne de drones à moyenne portée de l'Ukraine. Depuis début 2026, l'intensification des frappes ukrainiennes à moyenne portée contre la logistique, l'équipement et le personnel russe a diminué la capacité des forces russes à mener des offensives sur tout le théâtre, indique l'ISW dans son rapport. L'Ukraine a doublé en avril ses frappes à moyenne portée par rapport à mars.
Ces attaques de drones à plus de 20 km paralysent le proche arrière russe. Que trouve-t-on dans ce proche arrière ? La logistique signalée par l'ISW, des postes de commandement peinant à transmettre les ordres, et des défenses aériennes protégeant les rassemblements de troupes et censés empêcher les drones ukrainiens de faire mouche. Tout cela s'effondre sous la campagne de moyenne portée de plus en plus intense de l'Ukraine, ce qui explique la situation actuelle sur le front. Bien sûr, les forces de Poutine se sont retrouvées dans une impasse à Donetsk. Ils ne reçoivent pas de soutien parce que tout est en train d'exploser derrière eux. Et même si l'Ukraine intensifie ses attaques à moyenne portée, elle ne ralentit pas sur le front des frappes à longue portée. La Russie est touchée aussi durement que les territoires occupés en Ukraine, surtout concernant le pétrole. Le problème de la Russie ici, c'est l'ampleur. L'Ukraine est passée d'environ 1000 drones lancés contre la Russie en août 2024 à environ 7000 en mars 2026. Les frappes répétées sur les raffineries et centres d'exportation réduisent la capacité de Poutine à vendre le pétrole russe et à fournir carburant et produits pétroliers aux troupes en Ukraine. Les conséquences ici sont évidentes. Des bénéfices moindres provenant des ventes de pétrole et de gaz signifient que moins d'argent alimente le trésor de guerre de la Russie. Quand les livraisons de carburant et de produits pétroliers vers le front sont retardées ou détruites, les soldats russes perdent un moyen de plus dont ils ont besoin pour réaliser les avancées voulues par leurs dirigeants. Comme nous l'avons dit, c'est une cacophonie de problèmes. Et tout cela s'additionne, et souvent ces problèmes s'alimentent les uns les autres, pour créer la situation que nous voyons aujourd'hui. L'Ukraine a toute la dynamique de son côté, et elle contrôle la situation bien plus que ce que Poutine aurait jamais imaginé. Donc, Poutine est humilié. Son armée toute puissante n'a rien accompli de ce qu'il avait promis au monde qu'elle serait capable de faire. Même l'annonce que Donetsk serait prise en septembre semble désormais ridicule pour Poutine. Zelensky affirme que la Russie aurait besoin de jusqu'à 1 million de soldats pour franchir la ceinture de forteresses, soit plus que la plupart des armées mondiales, à l'exception de quelques-unes. Poutine a déjà sacrifié l'équivalent de plusieurs armées en hommes et en matériel pour amener la Russie à sa situation actuelle. Ajouter 1 million de soldats pour prendre Donetsk transformerait l'humiliation en véritable catastrophe. Poutine en est-il conscient ? S'il l'est, il devrait être mortifié. Il semble que cet homme soit désormais trop enfermé dans ses illusions pour être gêné. Il va simplement continuer à envoyer de la chair à canon dans la machine, tout en humiliant son pays entier sur la scène mondiale. C'est difficile à voir. Une prétendue superpuissance militaire est dévoilée chaque jour en Ukraine. Un défilé du jour de la victoire de 45 minutes, alors que la Russie recule et perd de l'élan, devient un symbole de l'échec de Poutine. Il ignore sans doute que les images sombres de ce défilé pourraient devenir l'héritage de Poutine. Pendant ce temps, l'Ukraine continue de provoquer l'effondrement de l'offensive de printemps de la Russie dans le Donbass. Des pertes importantes et un front figé ne sont qu'un début, car l'Ukraine a élaboré une nouvelle stratégie appelée défense active. Découvrez ce que c'est, et pourquoi c'est crucial dans le Donbass en vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour voir plus de nos analyses sur ce qui se passe en Ukraine. Et merci comme toujours de nous avoir regardés. La vidéo que vous venez de regarder a été localisée, distribuée et monétisée par Linguana, grâce à un doublage IA avancé qui préserve la personnalité authentique, l'émotion et l'énergie de chaque créateur. Linguana traduit des contenus qui ont fait leur preuve dans plus de 40 langues et les diffuse sur de multiples plateformes afin d'accroître la portée mondiale et les revenus des créateurs. Sa particularité réside dans son ampleur. Linguana collabore avec plus de 1000 créateurs de premier plan et distribue des vidéos localisées sur YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, MSN, Spotify, Dailymotion et bien d'autres plateformes. Le contenu éprouvé des créateurs touche de nouveaux publics, générant d'importants revenus supplémentaires pour eux et les plateformes. Pour les créateurs, Linguana s'occupe de tout de A à Z, sans aucun coût ni aucun effort. Rien ne change dans votre façon de créer. Vous atteignez et monétisez plus de personnes dans davantage de pays, plateformes, services de streaming et chaînes fast. Linguana fonctionne selon un modèle de partage des revenus, liant son succès à la valeur générée pour vous. Pour les marques, Linguana permet de toucher des audiences très ciblées à grande échelle, grâce à des insertions publicitaires vidéo alimentées par l'IA et à des placements de produits virtuels intégrés de manière transparente dans des contenus multilingues avec la voix même du créateur sur toutes les grandes plateformes. L'équipe mondiale de Linguana est répartie entre Los Angeles, New York, Tokyo, Dublin, Amsterdam, Tel Aviv et Sofia. Si vous êtes un créateur ou une marque souhaitant vous développer à l'international, rendez-vous sur linguana.com. C'est linguana.com.